Beaucoup d'entre nous sont attirés par le true crime à cause des mystères déconcertants que ce sujet renferme. Il peut être déroutant d'essayer de comprendre comment quelqu'un peut simplement disparaître, ou comment un criminel parvient à s'en sortir et à mener une vie normale pendant des décennies. Mais un mystère particulièrement intrigant est celui des personnes qui disparaissent puis réapparaissent sans le moindre souvenir de ce qui leur est arrivé pendant leur absence. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui, où nous examinerons 3 cas de personnes qui ont disparu puis réapparu avec une amnésie. Pierre Avril. En mai 1992, un homme a repris connaissance sur une côte déserte de Californie. Faible et désorienté, il aperçut une cabine téléphonique publique non loin de là et comprit qu'il pouvait appeler à l'aide, mais en arrivant, il se rendit compte qu'il n'avait personne à appeler. Il racontera son histoire à Mystère non résolu. Puis j'ai réalisé que je ne pouvais appeler personne, et c'est là que j'ai compris que je ne connaissais personne, pas même moi-même. Ces premières minutes, vous n'êtes littéralement rien et vous vous sentez tellement vide. C'est très solitaire et douloureux d'être vide. L'homme est revenu sur la plage pour retrouver ses affaires, espérant y trouver une carte d'identité ou des numéros de contact pour savoir qui il était. Réveillé près d'un sac de sport, il pensa qu'il était à lui. Dans une chemise, il a trouvé une carte de la bibliothèque publique de Boston. Au dos, le nom Pierre Avril était écrit à la main. Il a supposé que cela devait être lui, alors il a adopté ce nom. Avec seulement le sac marin et une poignée de billets froissés totalisant $17, Pierre s'est dirigé vers la route à la recherche d'un moyen de transport. 3 jours plus tard, il s'est retrouvé à San Diego, poussé par de vagues souvenirs de la ville. Cependant, lorsqu'il est arrivé, les réponses ne se sont pas mises en place comme il l'avait espéré et attendu. Il se souvient « J'étais tellement sûr que cette ville me rappellerait tout, mais ce ne fut pas le cas. J'ai vu le centre-ville et je n'ai rien dit. J'ai regardé les immeubles et ils ne signifiaient rien, et j'ai marché longtemps dans les rues de la ville. Un chauffeur de bus a ensuite offert à Pierre un trajet gratuit jusqu'au refuge Saint-Vincent de Paul. Il a passé des mois à subir des examens, mais aucune cause à sa perte de mémoire n'a été trouvée. Malgré cela, les médecins ont émis l'hypothèse qu'il avait probablement souffert d'une amnésie provoquée par un traumatisme et il a passé son temps au refuge pour sans-abri à chercher des fragments de la vie qu'il avait autrefois. Il a rapidement découvert qu'il avait de bonnes connaissances et une bonne compréhension de matières comme les mathématiques, la physique et l'informatique. Il a également été capable d'apprendre à jouer de la guitare en quelques heures, ce qui suggère qu'il avait une certaine compétence ou expérience musicale. Quand l'émission Mystère non résolu a enquêté sur l'affaire de Pierre, elle a fait venir un portraitiste de la police qui a dessiné 2 personnes jugées clés dans son passé. Il pensait que le premier, peut-être son cousin, s'appelait Luc et utilisait le surnom Bouclé. L'autre était une femme qu'il pensait avoir déjà employée. Son nom était peut-être Carole. L'épisode de Pierre a été diffusé en septembre 1992. La nuit de l'incident, une femme nommée Carole a contacté, se présentant comme collègue et confirmant que son nom était Pierre Avril. Il s'est avéré que Pierre avait 2 sœurs et que ses parents vivaient à Montréal, au Canada. Il avait disparu depuis environ 5 mois au moment de la diffusion de l'épisode. Peu de temps après, Pierre a été mis en contact avec son père et il lui a demandé d'envoyer des photos de famille et d'autres documents d'identification. Après l'avoir reçu, Pierre a dit que ses souvenirs revenaient. Il a ensuite retrouvé sa famille et depuis, il a récupéré tous ses souvenirs. Danny Philippidis Constantinos Danny Philippidis, âgé de 49 ans, était pompier à Toronto, au Canada, au moment de sa disparition. Le 2 février 2018, il était avec ses amis à la station de ski Whiteface Mountains, New York, quand il a dit qu'il allait chercher son téléphone dans sa voiture au pied de la montagne. Il est parti skier et n'est jamais revenu. Ses amis ont signalé sa disparition à la fermeture. Danny était marié et avait des enfants. Ce n'était pas dans ses habitudes de partir sans prévenir.
Selon un employé du complexe à l'époque, plusieurs fois par semaine, quelqu'un signale la disparition d'un ami et il y a généralement une explication simple. Cependant, cette fois-ci, ça ne s'est pas passé comme ça. Les patrouilles de ski et les gardes forestiers du département de la conservation de l'environnement ont fouillé la zone pour retrouver le pompier disparu. Ils sont restés dehors dans des températures glaciales jusqu'à 4 heures du matin avant de se retirer temporairement, mais le temps est ensuite devenu sombre, apportant un froid glacial et de la neige. Alors que la disparition de Danny se répandait, plus de 100 bénévoles, y compris des collègues du Canada, sont venus ratisser les flancs de la montagne à la recherche de réponses. La station était restée ouverte pour permettre au public d'aider les enquêteurs avec plus d'yeux et d'oreilles. Finalement, la police de l'État de New York, la patrouille frontalière et la sécurité intérieure ont rejoint les recherches. Des hélicoptères, drones et chiens pisteurs ont aidé. Mais malgré tout cela, l'endroit où se trouvait Danny restait un mystère. Matt Levinson, qui était responsable de la sécurité de l'opération, a observé « Je me dis que quelque chose ne va pas. Nous avons toujours retrouvé tout le monde sur cette montagne. Ce n'est pas comme descendre du mont Marcy dans la gorge de la Panthère. » Pendant 6 jours, la famille et les amis de Danny ont prié pour son retour sain et sauf, puis soudain, il y a eu des nouvelles. L'homme de 49 ans a appelé sa femme. Il se trouvait à l'aéroport international de Sacramento, en Californie. Selon le département du shérif du comté de Sacramento, Danny était étourdi et confus. Il portait encore sa tenue de ski et a dit qu'un chauffeur de camion l'avait déposé, pensant s'être cogné ou avoir été frappé à la tête. Fait notable, Danny avait une nouvelle coupe de cheveux, avait acheté un iPhone et portait à la fois sa carte de crédit et $1000 en espèces. Il n'avait aucune pièce d'identité, soupçonnant une blessure à la tête. Il a déclaré aux médias ne pas se souvenir d'une chute l'ayant assommé et probablement causé une commotion cérébrale. Il se rappelait avoir fait signe à un chauffeur de camion qui l'avait emmené à travers le pays. Il a aussi dit souffrir d'un mal de tête intense et d'une grande fatigue, l'empêchant de faire autre chose que dormir. Il a dit « Je suis tombé, puis je me suis réveillé, j'avais froid et mal. » Il a dit qu'après avoir fait de l'autostop, il s'est réveillé lorsque le chauffeur du camion lui a dit qu'il était dans l'Utah, à plus de 1800 miles de Whiteface Mountain. Malgré les recherches, les enquêteurs n'ont jamais retrouvé le chauffeur du camion qui l'avait transporté à travers le pays et celui-ci ne s'est jamais présenté. Danny ne se souvient presque de rien des 6 jours où il a disparu. Le neurochirurgien Charles Tatter du Centre canadien des commotions cérébrales à l'hôpital Western de Toronto a indiqué à Canadian Broadcasting Corporation News que l'histoire de Danny résulte probablement d'une amnésie due à une commotion cérébrale. Cependant, il a précisé devoir parler directement aux pompiers pour obtenir plus d'informations et mieux comprendre la situation. Le docteur Tatum a noté qu'il pourrait s'agir d'une combinaison d'amnésie rétrograde, qui efface ses souvenirs d'avant la blessure à la tête, et d'amnésie antérograde, qui efface ceux d'après la blessure. Il a déclaré que dans environ 10% des cas de commotion cérébrale, il y a une période d'amnésie. Il a également ajouté, cependant, que le cas de Danny est très inhabituel. La perte de mémoire dure souvent de quelques secondes à quelques jours. Il n'est pas normal que de tels épisodes durent plus de 48 heures. Une autre experte, la docteure Jennifer Ryan, scientifique principale à l'Institut de recherche Rotman de Baycrest à Toronto, a déclaré qu'elle soupçonnait qu'une fugue psychogène ou dissociative était plus probablement en cause. Les états de fugue peuvent être causés par des traumatismes crâniens, des événements traumatisants ou des troubles émotionnels qui, selon elle, peuvent court-circuiter la mémoire. Les personnes atteintes de cette condition n'ont généralement pas de problème physique au cerveau, mais peinent à se souvenir de leur identité, de leur localisation et de nombreux détails sur leur vie. De nombreux états de fugue amènent la personne à se déplacer, ce qui expliquerait pourquoi Danny s'est retrouvé à l'autre bout des États-Unis. Selon le docteur Ryan, la mémoire revient souvent à ces personnes une fois arrivées à destination. En 2022, Danny n'a pas retrouvé la mémoire des 6 jours de sa disparition. Amber Gerwick. Amber Gerwick, née Amber Seeger en 1978. Décrite comme attentionnée et intelligente, elle a eu d'excellentes notes et s'est mariée en 1997, peu après son diplôme. Pendant des années, Amber et son mari semblaient heureux. Ils ont eu ensemble 4 enfants au cours de 9 années de mariage, mais leur union a commencé à s'effriter en 2006 et le couple a décidé de demander le divorce.
L'ex-mari d'Ambre a obtenu la garde principale, le tribunal autorisant Ambre à leur rendre visite quand elle le pouvait. Les années suivantes, elle s'est installée dans un appartement à Jackson, Michigan, et a travaillé comme assistante administrative dans un cabinet de conseil en contrat de sécurité. Bien qu'elle ne puisse pas voir ses enfants aussi souvent qu'elle l'aurait souhaité, elle gardait le moral. Excellente dans son travail administratif, elle était pressentie pour une promotion lors de sa disparition. Elle suivait aussi des cours universitaires pour renforcer ses compétences en administration. Cependant, les choses ont changé le 12 avril 2011. Ce matin-là, ses collègues ont appelé la tante d'Amber car elle ne s'est pas présentée à son service. Toujours ponctuelle et prévenant ses collègues en cas de retard ou de problème, la femme de 33 ans les a inquiétés en ne venant pas et sans donner de nouvelles. La tante d'Amber a alors contacté sa mère qui a dit que tout était normal lors de leur dernier échange le 9 avril. Malgré tout, la famille est allée chez Amber pour avoir de ses nouvelles. À l'intérieur, son appartement semblait comme d'habitude. Son ordinateur, son téléphone et plusieurs livres étaient sur son lit. Son sac à main avait été laissé près de la porte. La seule chose qui manquait dans la pièce, c'était ses clés de voiture et son portefeuille. Aucun signe d'effraction, cambriolage ou altercation. N'ayant aucun moyen de la joindre et inquiet pour son bien-être, la famille d'Amber a contacté la police et a déposé un signalement pour disparition. Son véhicule a été retrouvé le lendemain sur le parking d'un supermarché à Tunnel Hill, en Géorgie, à environ 600 miles de son appartement, mais à seulement une trentaine de miles de la maison de ses parents. En fouillant l'intérieur du véhicule, les enquêteurs ont retrouvé le sac à main d'Amber contenant ses cartes bancaires, sa pièce d'identité et ses clés de voiture. Ils ont également trouvé un reçu d'un magasin Dollar General à proximité, ce qui les a poussés à examiner les images de vidéosurveillance du magasin. La vidéosurveillance a révélé peu d'éléments. Amber est entrée librement dans le magasin, a fait ses achats et est repartie. Elle semblait calme et pas du tout bouleversée. Comme il y avait un bois près du magasin, les autorités ont émis l'hypothèse qu'elle avait pu s'y aventurer. Aucune trace de la mère de 4 enfants n'a été retrouvée et les recherches ont été freinées par le mauvais temps. Elles ont cessé après le passage de tornades dans la région. La famille d'Amber a distribué des affiches et publié en ligne, notamment sur Facebook, pour sensibiliser le public à sa disparition, sans se décourager. Pendant des semaines, le sort d'Amber est resté inconnu et ses proches se demandaient s'ils la reverraient un jour. Le 5 mai 2011 au matin, la police de Joliet, Illinois, a informé les parents qu'une femme ressemblant à Amber avait approché un agent de patrouille quelques jours plus tôt, affirmant ignorer son identité et sa localisation. Diagnostiquée d'une amnésie globale transitoire, elle était connue comme Jane Doe pendant que les enquêteurs cherchaient son identité. L'amnésie globale transitoire est un trouble neurologique soudain et temporaire qui perturbe entièrement la mémoire d'à court terme, sans lien avec une affection neurologique courante comme l'épilepsie ou un accident vasculaire cérébral. Une personne souffrant d'amnésie globale transitoire ne présente probablement aucun autre signe de trouble des fonctions cognitives, mais ne peut se souvenir que des derniers instants de conscience. Des articles récents rapportent que des experts estiment qu'Amber a probablement vécu une fugue dissociative plutôt qu'une amnésie globale transitoire. Amber a pu se souvenir de certains de ses déplacements avant sa disparition. Elle se souvenait avoir parlé à sa mère le 9 et que, le jour de sa disparition, elle était partie faire des courses. Elle avait oublié son téléphone portable et ne s'en est rendu compte qu'en voiture. Elle a décidé de ne pas retourner le chercher, pensant partir pour 10 minutes seulement. Ambre se souvenait être allée au Dollar General chercher de la glace, mais ne se rappelait rien après. Son dernier souvenir était d'errer dans un parc municipal à Joliet. Ses parents sont venus la voir en avion avec ses enfants. Elle ne reconnaissait aucun visage. Son père dira plus tard qu'il y avait comme un vide dans ses yeux et sur son visage. En 2012, Columbia Broadcasting System News a rapporté que le psychiatre d'Amber lui avait dit qu'elle avait inconsciemment choisi d'avoir une amnésie comme réaction différée à ses actions autour de son divorce en 2006. Amber aurait trompé son mari et laissé ses enfants avec lui, pensant mettre fin à ses jours. Elle se souvenait « J'ai commis des erreurs qui ont mené aux pires décisions que quelqu'un puisse prendre. » L'horreur ne disparaît jamais. Elle a dit en 2012 que ses souvenirs étaient revenus progressivement, puis massivement au printemps de cette année-là. Elle a commencé à écrire un blog sur son expérience
et a révélé plus tard que le jour de sa disparition, elle s'était regardée dans le miroir sans parvenir à se reconnaître, ce qui l'a profondément troublée et l'a poussée à prendre ses clés et à partir en voiture. En 2024, Ambre travaillait comme analyste principale du commerce chez Livingston International. Elle poursuivait également un diplôme à l'université Western Governors. Elle semble avoir reconstruit sa relation avec ses enfants et les membres de sa famille et vit avec ses 2 chiens. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.